Francuski romansijer, biograf, publicista Pierre Asselin rođen je 1953. godine u Kazablanki. Maroko napušta u ranoj mladosti da bi nastavio školovanje u Francuskoj, gdje diplomira na studijama orijentalistike. Vrlo brzo obreo se u pariskim književnim krugovima, najpre kao novinar, a potom kao autor knjiga o novijoj francuskoj kulturnoj istoriji. Kao publicista sarađuje u najvažnijim francuskim medijima, a član je i Akademije Goncourt. Pierre Asselin književnost vidi kao prizmu kroz koju se bez čovekove volje prelama istorija. To je i velika tema njegovih romana: Klijentkinja, Dvostruki život, Pitanje ponosa, Golem. Nedavno je bio gost na Molijerovim danima u Beogradu, gde je predstavio svoj novi naslov Povratak u Sefarad, roman u kome se prelama starija i novija istorija starog kontinenta. Pierre Asselin, je vous souhaite la bienvenue à Belgrade. Merci. J'espère que vous étiez à l'aise. Très à l'aise. Oh, alors, ça me fait plaisir. Alors, une des questions qui m'a toujours intéressée chez les écrivains, quelle est leur vraie patrie? Est-ce que c'est le pays où ils sont nés ou bien c'est la langue dans laquelle ils écrivent? Moi, je suis persuadé que la vraie patrie d'un écrivain, quel qu'il soit, c'est sa langue. Je ne dirais pas sa langue natale, c'est la langue dans laquelle il écrit. Car comme vous le savez, il y a des écrivains qui ont fait le choix d'écrire dans une autre langue que la leur. Je pense par exemple à Samuel Beckett, à Vladimir Nabokov et à d'autres qui ont fait ce choix. Même en France, vous avez aussi Cioran, qui était roumain, qui écrit en français, Eugène Ionesco, un roumain aussi, et d'autres. Donc moi, j'ai eu la chance, le bonheur, le hasard de naître dans la langue française. Je suis né au Maroc, ce qui est important, très important. D'une famille d'origine juive. Une famille d'origine juive, séfarade, d'une famille expulsée d'Espagne il y a 5 siècles, et qui, au Maroc, s'est mélangée avec des berbères, comme d'autres familles juives expulsées, mais qui a conservé son identité séfarade. Et donc, mon enfance au Maroc a été une enfance polyglotte, c'est-à-dire que j'ai eu le bonheur d'entendre plusieurs langues à la fois dès ma naissance. Je vous pose ces questions d'appartenance et d'attachement et de racines, parce que c'est en effet le sujet principal dans votre dernier livre, Le retour à Séfarad. Et votre héros, il s'appelle Asselin, et c'est pas par hasard? C'est moi. C'est vous. C'est moi. C'est vous, Pierre Asselin, qui est l'héros principal de ce roman? Le narrateur, le héros. Alors ça n'arrive pas souvent. La plupart du temps, le narrateur est un personnage de totale fiction dans la plupart de mes livres. Mais là, c'était particulier parce que je raconte ma propre aventure. Donc j'avais décidé c'est une sorte de road movie, de raconter ça à la première personne et de ne pas me dissimuler derrière l'illusion d'un héros de fiction. Ici, dans cette pièce du consulat, ils ignorent tout de moi, sauf ma qualité de candidat au départ, et ce n'est pas plus mal. « Vous êtes un Espagnol ?» me demande le vieux désenchanté. Et même un très ancien Espagnol. « Ah, à quoi ?» Les yeux? Mais qu'est-ce qu'ils ont, vos yeux? Bleus. Toujours par génération chez nous, un par génération, bleu, Assoul, comme Assouline. Ils ne voyaient rien, ce peuple est parfois désespérant. À défaut de changer de contemporain, changer de compatriote, c'est possible. Désormais, c'est moi qui prends la main. Je veux être espagnol, et vous? Seigneur, on ne devient pas espagnol. Vous avez raison, je veux le redevenir. Comment ça? Je reviens. Vous revenez? Ça part en spirale, comme du Guitry ou du Feydeau, mais je ne lâcherai pas le morceau. Qu'importe si ça se poursuit en espagnol, hérissé de français. Retornar, vous voulez rentrer, revenir, ou bien retourner. Votre héros, il rentre en Espagne, d'où ses ancêtres ont été expulsés il y a plus de 5 siècles.
Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le passeport espagnol, qui lui a été promis par le roi Felipe VI il y a 6 ou 7 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il veut le passeport espagnol? Quand Felipe VI a été adoubé par son père, Juan Carlos, la première semaine, il a reçu les descendants des Juifs d'Espagne à son palais. Ils sont très peu nombreux. Hein. Et il leur a dit, il est temps de renouer des relations. Et il leur a dit cette phrase extraordinaire, pour moi, comme vous nous avez manqué. Parce que pendant 5 siècles, les Juifs étaient interdits en Espagne. Ils ont été expulsés en 1492, et puis ils étaient interdits. 5 siècles, c'est beaucoup. C'est la raison pour laquelle, le lendemain de ce discours, je suis allé au consulat d'Espagne à Paris pour déposer une demande officielle, remplir un dossier. Et dès ce jour-là, j'ai commencé à écrire pour raconter tout ce qui allait m'arriver pendant ce processus. Non, il y a toutes sortes d'aventures, d'abord bureaucratiques, burlesques. Et comme partout dans le monde, en France c'est comme ça, probablement en Serbie aussi, c'est normal, c'est l'administration. Bon. Mais je me suis dit, je vais raconter. Et dès le début, mon intention, ce n'était pas d'attendre tranquillement chez moi qu'on m'envoie un passeport. Mon intention était d'aller en Espagne tout de suite et pour aller à la rencontre des Espagnols. Et je suis allé me promener partout comme ça, à la rencontre des gens. Alors je leur disais, je reviens. Ah, ils me disaient, oui, vous êtes parti il y a combien de temps? Alors je disais, il y a 5 siècles. Oh, 5 siècles? Et tous me répondaient, bienvenue à la maison. Dans ce livre, il y a beaucoup de réflexions sur l'histoire espagnole, sur l'art, littérature, Cervantes. Mais une des questions qui est très importante dans ce livre et dans notre monde est la question d'identité. Alors, quand vous voyez les migrations, les gens qui sont expulsés de beaucoup de pays, le monde qui bouge, alors comment vivre aujourd'hui avec ce sentiment de déracinement? Les gens qui bougent, les migrants, aujourd'hui, ne sont pas expulsés. Ils quittent leur pays, hélas, soit pour des raisons économiques, c'est-à-dire que la misère, etc., soit parce qu'il y a des guerres, comme la Syrie ou l'Afghanistan. Donc ils ne sont pas expulsés, c'est eux-mêmes qui décident de choisir l'exil, ce qui est très difficile. La condition de l'exil est quelque chose qui me touche. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus que l'expulsion, c'est l'exil, parce que là, ça me fait réfléchir, parce que je ne me sens pas en exil, hein, du tout. Je suis né français, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais là, donc c'est un luxe d'avoir des racines, je dirais. Mais là où vous avez raison, c'est quand vous employez le mot identité. Aujourd'hui, la France, je crois que c'est le pays d'Europe où le débat sur l'identité est le plus fort. Pas seulement pendant les élections qu'on a eues, là, présidentielles, mais depuis plusieurs années, le débat est très intense en France autour de la question identitaire. L'identité, ce n'est pas un bloc homogène. L'identité, elle est multiple. On n'est pas... C'est très rare en France que les gens viennent d'un endroit de la France et qu'ils y soient depuis 20 siècles. Ça n'existe pas. Les gens viennent de partout. Ils se sont mélangés en permanence. Donc, l'identité est multiple. Très peu de Français sont que Français. D'une part. D'autre part, l'identité est mouvante. Parce que voilà, on bouge, on évolue, ça bouge tout le temps. Donc, l'identité, c'est une prise de conscience que l'être en nous est multiple, est divers, ondoyant, et qu'il bouge et qu'il évolue. J'étais abasourdi. Pour survivre à son crime, elle s'était construite une amnésie. Sa conscience l'anesthésiait. Mais le lieu ni la situation ne se prêtaient à une discussion raisonnable. Je la dévisageais en songeant que si la mémoire se perd, le corps, lui, se souvient. Le sien était entièrement résumé par la carte géographique qui se dessinait sur son front
autour de ses yeux et de sa bouche. J'eus à peine la ressource de murmurer « Vous les avez dénoncés ?»« Vous ne comprenez rien, cria-t-elle. Vous ne comprendrez jamais rien. Mais pourquoi ne dites-vous pas la vérité ?» L'histoire est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Vous dites même que la littérature est la mise en scène de l'histoire. Et dans votre premier roman, La Cliente, vous vous intéressez à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à la période de l'occupation, c'est l'année 1941. Et votre narrateur, qui est biographe, il tombe par hasard sur une lettre de dénonciation contre une famille juive qui a été déportée après. Et il veut trouver à tout prix l'identité de la personne qui a écrit cette lettre. Ce qui m'a frappé avec La Cliente, il a été traduit dans 15 langues. Et que dans tous les pays où j'allais pour en parler, y compris dans toute l'Europe, notamment en Pologne, on m'en parlait en me disant on aimait votre livre parce que vous parlez de nous. Je disais non, je ne parle pas de vous. C'est une histoire qui se passe à Paris, entre Français qui se sont dénoncés sous l'occupation. Et ils m'ont dit en Pologne, c'est ce qu'on a connu sous le régime communiste. Donc nous, en tant que Polonais, anciennement communistes, on s'est identifié à vos personnages parce que la dénonciation existait. On ne parle même pas de la guerre, on parle juste de la paix dans la Pologne communiste. Et ça m'a beaucoup intéressé. Parce que j'ai retrouvé ça dans d'autres pays aussi, qui me parlaient de mon livre comme si je parlais d'eux. J'ai eu la chance de comprendre à ce moment-là que la littérature, dès lors qu'elle avait certains aspects universels et intemporels, avait un grand pouvoir sur la conscience des gens. Oui, mais alors, qu'est-ce qui fait que les gens paisibles, que des citoyens qu'on croyait bienveillants ou normaux, qu'ils commettent des actes atroces? Alors, quel est ce mécanisme qui travaille en eux? On pourrait dire le mal, mais le mal, c'est vaste. Mais je me suis intéressé à l'occupation énormément. Pourquoi? Parce que l'occupation allemande en Europe, ça a duré 4 ans. 4 ans, de 40 à 44, c'est pas beaucoup, 4 ans. Dans l'histoire d'un pays, c'est peu. Mais ces 4 années ont été très denses et elles ont eu le pouvoir de cristalliser chez les êtres humains le meilleur et le pire chez eux. Ça a radicalisé les gens d'un coup, parce que la situation était tellement grave, puisque vous pouviez être pris dans la rue comme otage et être exécuté. Vous pouviez, juste parce que vous aviez bousculé un soldat allemand dans la rue, vous retrouver en prison. Vous pouviez, uniquement parce que vous étiez né juif, être déporté à Auschwitz. Le crime de naissance, même sans rien faire. Mais est-ce que la perte de tout sentiment moral est un acte conscient? Ça peut être conscient, ça peut être... Vous savez, c'est difficile parce qu'il faut être soi-même confronté à cette situation pour en juger. Moi, je ne veux pas juger les gens, surtout longtemps après. C'est pour ça que dans La Cliente, on se rend compte que cette femme, cette fleuriste, a dénoncé son voisin d'en face. Alors, on découvre ça, c'est mal. On juge de manière naturelle, on condamne, c'est mal. Et puis, progressivement, on va connaître cette femme et on va comprendre pourquoi. Parce que la police est venue la voir en lui disant « Votre frère a été déporté comme résistant, il va peut-être mourir. Si vous voulez le revoir, donnez-nous le nom, l'adresse de telle personne. » Et donc, elle va faire une lettre anonyme. Je ne dis pas que ça justifie, ça explique. Ça permet de comprendre les mécanismes humains. Le mal n'est pas toujours le mal tel qu'on l'imagine. C'est-à-dire que le mal a toujours ses deux faces. Le mal et le bien existent en chacun d'entre nous. Et on est chacun confronté à ça. Et ça, c'est pour moi une leçon de l'écrivain Georges Simenon, auquel j'ai consacré une biographie et qui m'a influencé énormément.
c'est qu'on est tous des criminels en puissance. Je pense que moi, un jour, je peux me retrouver en prison, condamné à la perpétuité pour un crime. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Et ceux qui s'imaginent en dehors de tout ça pensent que les criminels sont des gens qui ont un ADN ou des chromosomes criminels. Ça, j'y crois pas. Je pense que tout humain a en lui le bien et le mal, et on a tous en nous une pulsion de mort qui est très forte. Cette pulsion de mort, elle ne demande qu'à s'exprimer en fonction de la circonstance. Alors la circonstance, dans une vie, on la rencontre ou on ne la rencontre pas. 10 minutes avant le début de la séance, la salle était déjà pleine. L'assistance était censée être aussi peu affranchie qu'elle sur la question. Sauf que tous étaient médecins. Ils avaient les codes, le lexique. Le cerveau, c'est 100 milliards de cellules nerveuses. Mais si on dit que ce n'est pas un organe comme les autres, c'est aussi qu'il est le seul à pouvoir réfléchir à son propre fonctionnement. Il s'agit de placer des électrodes pour stimuler des groupes de neurones en leur appliquant un faible courant électrique qui aura pour effet d'augmenter ou d'inhiber leur activité. On cible des structures pour être à même d'analyser les activités des neurones. En modulant les ganglions de la base, on agit sur les comportements, mais aussi sur la cognition, voire sur les affects. Donc, on a parlé de l'histoire qui nous forme et qui nous définit sans qu'on le veuille. Et puis, dans le roman Golem, vous parlez de ce qui sera l'histoire un jour, ou peut-être qui est déjà histoire. Votre héros, qui est un joueur d'échecs, il subit une opération au cerveau et on lui implante des électrodes. Donc, on lui augmente la mémoire. Est-ce que c'est une sorte de surhomme? Est-ce qu'on est déjà dans le futur? C'est une histoire... Alors, ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà du réel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Le transhumanisme, alors, c'est très développé aux États-Unis. Ça l'est beaucoup moins en Europe, mais ça existe. C'est-à-dire l'homme augmenté. Je me suis beaucoup intéressé. C'est quelque chose qui existe déjà? Oui, ça existe cette déjà. Opération d'augmentation du cerveau? C'est-à-dire que l'homme augmenté, ça consiste à booster l'individu en l'aidant. Bon, quand c'est thérapeutique, c'est-à-dire pour soigner quelqu'un, je suis pour. Là où je suis contre, c'est contre ce qu'on appelle les transhumanistes. Parce que les transhumanistes veulent qu'on puisse opérer des gens qui sont en très bonne santé pour leur donner des pouvoirs supplémentaires. Et là, c'est la voie vers les inégalités absolues. Et le joueur d'échecs dans Golem, c'est quelqu'un à qui on a fait, sans le lui dire, une opération à laquelle j'ai assisté, qui est une opération rare aujourd'hui, mais qui se pratique en France tous les jours. Simplement, enfin, une fois par jour. Hein. Ça s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Et je connais cette opération parce que c'est quelqu'un de ma famille qui l'a découverte. Et qui est une opération extraordinaire qui mérite le prix Nobel de médecine. Ça consiste à poser des électrodes dans le cerveau, mais juste aux endroits qu'il faut, pour réparer ce qu'il faut réparer. C'est notamment utilisé aujourd'hui pour les gens qui ont un Parkinson, c'est-à-dire qui ont un tremblement. On leur met des électrodes, on les pose, et le tremblement s'arrête. Ça, c'est la première utilisation, la plus importante. Votre héros, il n'a pas demandé cette opération. Non. Au début, il ne sait même pas ce qu'il a, mais il faut dire qu'il s'agit d'un thriller. Et c'est un homme qui fuit la justice. Il est accusé du meurtre de son ex-femme. Apparemment, il n'est pas le coupable, mais il fuit. Et alors, il y a toute la fuite et la poursuite à travers l'Europe. Et ce n'est pas un hasard si ça se passe dans toute l'Europe, notamment l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, dans des pays comme la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, qui sont des pays où j'ai souvent été.
Les Balkans, pour un Français, c'est un pays qui a eu trop d'histoire. Où l'histoire est tellement dense, tellement intense, que ça épuise les gens. Vous savez, vous avez des pays où l'histoire, la Suisse, on ne peut pas dire que l'histoire oppresse les gens. Bien sûr que la Suisse a une histoire, évidemment, mais ce n'est pas une histoire oppressante. Alors que les Balkans, c'est des guerres, des révolutions, des migrations. Ça n'a pas arrêté. Des découpages de pays, des redécoupages. C'est épuisant quand on regarde ça. Et moi, cette histoire me passionne. Mais ça change tout le temps. Je pense qu'il y a un moment où je crois que les peuples disent « Pitié, laissez-nous tranquilles, laissez-nous respirer 5 minutes ». Et c'est ce que j'entends quand je vais en Europe, dans les Balkans, c'est « laissez-nous respirer ». Stop avec la marche de l'histoire et du progrès. Et donc c'est là qu'il fuit. Et ça se terminera en République tchèque pour un championnat d'échecs. Bon, je trouve que j'aime beaucoup les échecs, donc le jeu d'échecs. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en scène. Mais au fond, c'est un roman sur la mémoire, sur le travail de la mémoire et sur l'excès de mémoire. Et pour moi, l'Europe, la vieille Europe, c'est un continent qui souffre d'un excès de mémoire. Surtout, ne pas laisser de traces. Rien n'obsédait davantage Gustave Meyer. Son premier geste avait été de retirer le maximum d'argent liquide autorisé sur son compte. C'était une banque de l'avenue de la Motte-Piquet, à la sortie du métro École Militaire. Celle-là ou une autre, toutes photographiaient automatiquement les clients au moment où ils actionnaient le distributeur de billets. Son chapeau enfoncé jusqu'aux sourcils, il avait baissé la tête, puis il avait donné sa carte de crédit à un clochard. Le bonhomme n'en revenait pas, lui qui avait élu domicile là, contre le mur de la banque, dans l'espoir qu'un ou deux Parisiens, pris d'un rare sentiment de culpabilité, allégeraient leurs poches de quelques pièces. Il y a une chose qu'il fait au début, qui me plaît bien. Alors, il se débarrasse, votre héros, il se débarrasse d'abord de sa carte de crédit et après de son portable. Et il se dit, je me sens libre. En quel temps vivons-nous avec tous ces systèmes de surveillance, de contrôle? Alors, est-ce qu'on est dans un monde transhumain? Ce qui nous libère, téléphone portable, ça nous libère de beaucoup de choses. Carte de crédit, ce qui nous libère nous aliène. Dans le même temps, les mêmes instruments libèrent et aliènent. Mais ça, il faut en prendre conscience. Parce que c'est la servitude volontaire. On choisit nos maîtres. Nos maîtres, ce sont ces machines. Tout le monde peut en faire l'expérience. Libérez-vous de la carte de crédit, libérez-vous du téléphone portable et essayez de vivre une semaine sans ça. Vous allez voir comme c'est difficile. Parce qu'on n'a plus d'habitude. Je ne parle même pas de couper Internet. Alors là, c'est... Et donc, c'est incroyable qu'on en soit arrivé là. On a fabriqué nous-mêmes les propres instruments de notre servitude. Et en même temps, il faut reconnaître que ces instruments ont des capacités extraordinaires de libération, de connaissance, de savoir, de communication entre les gens. C'est terrible. Mais je suis assez pessimiste parce que quand on voit comment aujourd'hui les réseaux sociaux nous esclavagisent, hein, et c'est nous qui l'avons fabriqué. Ce n'est pas la faute des autres, c'est notre faute à nous. Bon, maintenant, il va falloir trouver le contre-pouvoir face à ça. Parce que sinon, on sera comme ça, face... Mais on pourrait aller dans les forêts? Non, je n'irai pas dans les forêts parce que je tiens à trop de choses qui ne sont pas superflues. Contact avec les gens. Vous savez, il faut résister à l'isolement, à la tour d'ivoire, au rejet de la société. Je sais qu'on peut faire ça. On peut se retirer dans la forêt et pourquoi pas. Il y en a qui le font. Mais je ne le ferai pas parce qu'on n'a jamais raison tout seul. Notre intelligence, pour s'exercer, a besoin des autres. Parce que quand on est tout seul, on croit qu'on a raison parce qu'on se répète sans arrêt les mêmes choses, mais l'isolement est très néfaste.
L'être humain, c'est une conversation permanente. Sinon, sinon, vous savez, il y a deux types de solitude, hein. La solitude subie et la solitude choisie. Des gens vous disent la solitude c'est formidable. Oui, si vous l'avez choisie, pourquoi pas. Mais si vous la subissez, pour des raisons X, bah c'est pas formidable, non, c'est très dur. Mais des écrivains, ils sont, par définition, des solitaires. C'est vrai. C'est vrai parce que, comme tous les artistes, ils ont besoin de créer. Et pour créer, on est beaucoup mieux dans la solitude. Bon, moi, rien ne m'empêche d'écrire dans un café. J'écris partout. J'écris dans le train, dans l'avion, dans des cafés, mais j'écris surtout dans des endroits où je m'isole. Moi, je n'écris pas de livres chez moi. Chez moi, j'écris des articles en tant que journaliste, des chroniques. Mais quand je commence à écrire un livre, je quitte Paris, je quitte mon domicile et je vais écrire dans différents endroits, en France ou ailleurs, où je suis complètement isolé. Non pas de la société, mais je suis isolé du reste des gens et je parle à personne pendant 15 jours, 3 semaines. Donc vous avez raison. L'artiste, quel qu'il soit, le créateur, c'est quelqu'un qui recherche la solitude. Et c'est une solitude choisie.